s'est passé très concrètement, comme j'ai refusé la colectomie, mon état s'est tellement dégradé que je me suis retrouvé dans une unité de soins palliatifs. Pour ceux qui sont particulièrement atteints de votre maladie, dites-vous bien que ce que j'ai réussi à faire, d'autres peuvent le faire. Donc l'idée, c'est que, voilà, mon histoire, c'est ça. Et à l'époque, en plus, on ne savait pas comment faire. Donc c'est de là qu'est née la méthode, puisque c'est Lara qui s'est dit qu'il fallait qu'elle utilise ses ressources d'anthropologue, puisque Lara a un doctorat en anthropologie de la santé, et puis elle a travaillé vraiment là-dedans. Et elle a étudié le peuple des rectocolites sous l'angle anthropologique. Elle a étudié, c'est-à-dire vraiment tout ce qui était environnemental, comportemental, émotionnel, alimentaire évidemment. Et puis, pour la faire très courte, évidemment, ça s'est affiné au fil des années. On a accompagné des centaines et des centaines de personnes. Et ces gens, aujourd'hui, bénéficient d'une formation qu'on donne sur une année où on forme vraiment les gens à se mettre en rémission. Puisque la découverte essentielle, je dirais le cœur même de la découverte de Lara, c'est qu'il n'y a pas la rectocolite, mais il y a des rectocolites. C'est que vous tous ici avez chacune, votre rectocolite. Avec bien évidemment des axes communs. Hein, sûr. Mais voilà, effectivement, il y a une variété de rectocolites. Donc la difficulté, c'est de trouver finalement votre signature, votre particularité de rectocolite. Et puis, Lara et moi considérons que la rectocolite, c'est un volcan qui est à l'intérieur de vous tous, moi y compris, un volcan. Et ce volcan, à tout moment, se réveille ou s'éteint. Et la difficulté, c'est que quand on en ignore les raisons et les causes, pourquoi, on vit évidemment dans l'angoisse, toujours, de cette espèce d'épée de Damoclès qu'on a au-dessus de nous. Mais quand on en maîtrise vraiment l'environnement, le comportemental, l'émotionnel, l'alimentaire, on peut vivre en paix avec ce volcan qui est éteint, ce qui est mon cas. Moi, ça fait des années que le volcan est éteint, je prends plus de traitement. De toute façon, il marchait plus. Donc voilà, c'est pas que je ne recommande pas de faire ça, mais moi, ça ne marchait plus. Et en fait, on peut vivre tranquillement parce qu'on est capable d'anticiper les symptômes, d'anticiper les problématiques. Et surtout, le but, c'est de trouver son équation. Moi, j'ai trouvé mon équation alimentaire, mon équation comportementale qui fait qu'aujourd'hui, je vis tranquillement. La difficulté quand on fait une croisière, c'est pas de se dire qu'on va absolument éviter la houle et les orages et les tempêtes, mais c'est simplement d'être serein dans cette traversée, dans la traversée de nos vies avec la rectocolite, en se disant que quoi qu'il advienne, de toute façon, on maîtrise le bateau sur lequel on est. Après, bien évidemment, il y a le reste. Et par rapport à ce volcan, certains connaissent déjà notre approche, mais pour ceux qui ne la connaissent pas très très bien, je n'aime pas beaucoup parler de maladie pour la rectocolite, même si au sens biomédical du terme, c'est comme ça qu'elle est catégorisée. Pour moi, c'est une topographie particulière à l'intérieur de vos intestins. Et un volcan, lorsqu'on voit un volcan en face de nous, il ne nous vient pas à l'idée que c'est le signe que la Terre est malade. C'est une topographie comme ça, une ceinture de feu. On ne peut pas raser un volcan. D'accord ? C'est pareil pour la rectocolite. L'idée, c'est pas de raser le volcan, mais c'est d'apprendre à comprendre quels sont les paramètres qui permettent de l'éteindre et de le rendormir profondément. La preuve, c'est que même si on essaie de raser ce volcan, et ce qui correspond à la colectomie, l'énergie volcanique subsiste. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont colectomiées et qui bénéficient quand même de la méthode Tilara. Donc, l'idée, c'est pas de vous dire, en faisant la méthode, vous allez sauver votre côlon. Ça va au-delà d'une rémission organique. Même si on serait bien content quand même que le côlon soit assaini, évidemment. Mais ça va au-delà. Parce que tant que l'énergie reste malade, colectomie, côlon ou pas côlon, il peut y avoir des complications. Mais ça, on approchera la question après. Avec Lara ce soir, Lara a parfaitement raison, et je vais rebondir après là-dessus, parce que c'est là où il y a des angles qui sont un peu différents. Ce qu'on voulait vous proposer ce soir aussi avec Lara, pour vous mettre un petit coup de boost, on a fait un peu une compilation des gens qui racontent un peu leur parcours avec nous. C'est très bref, vous verrez, ça dure une petite minute. Et je vous propose de partager ça avec vous, parce que vous allez... J'ai la rectocolite et aujourd'hui, je suis en rémission. Moi, je mange au restaurant, je me fais même du fast-food avec mes enfants. J'ai pu voir tout de suite le résultat. Moi, je m'appelle Rémi. Alors moi, j'ai une RCH depuis 2018. Je suis en rémission. Aujourd'hui, je mange de tout.
je ne me préoccupe plus vraiment de ce que je mange. Je m'appelle Laura, j'ai 28 ans et j'ai été diagnostiquée atteinte de la rectocolite en mars 2024. J'ai pu recommencer à manger et à manger sans avoir mal au ventre. Et maintenant, en fait, je peux vivre normalement. Comme dit, là, je suis en vacances et je peux aller au restaurant. Je peux remanger ce que je veux au restaurant. Je m'appelle Lise, j'ai la RCH depuis 15 ans. Donc, je n'ai plus de sang dans les selles, donc super résultat. Alors moi, je m'appelle Lucie, j'ai été diagnostiquée de la rectocolite en décembre 2022. Déjà là, je profite d'être en vacances. Je suis Claire, moi j'ai la rectocolite depuis 2013. Au bout d'1 mois, j'avais déjà quasiment plus de sang. Alors moi c'est Mireille et je suis porteuse de la RCH depuis 33 ans. J'ai tout de suite vu une amélioration dès les premières semaines. Alors moi c'est Marie-Laure et j'ai la recto depuis maintenant 13 ans. Les résultats c'est simple, c'est que maintenant je suis en rémission, donc je n'ai plus aucun symptôme. J'ai retrouvé la liberté. C'est le meilleur investissement que j'ai fait de toute ma vie. Voilà, donc ces gens, on vous a fait une petite compilation un peu des gens avec qui on a collaboré, mais il y en a beaucoup puisque rien que l'année passée, on en a accompagné plus d'une centaine. Et en fait, le premier axe, je pense, en tant que moi, que rectocolite, et puis puisque ici vous avez tous la rectocolite, d'ailleurs j'aimerais savoir qui est en crise en même temps, en ce moment. Je pense que vous êtes tous en crise, mais je vous pose la question parce que lundi, j'ai quelqu'un qui était en rémission. Yilmaz aussi. Vous pouvez vous manifester, Pierre Baptiste, vous êtes d'autres, Yilmaz. Je pense que vous êtes... Ça c'est une bonne nouvelle, Charlotte. Super. Depuis à peu près une semaine, j'ai plus de sang. Oh, yes. Bravo. Parce que j'ai regardé vos vidéos. C'est encore mieux ça. Ouais, dans ces témoignages comme ça. Bien, bravo. Donc, en fait, un des premiers axes, je pense, qui est très important, et je sais que c'est un switch qui est compliqué à prendre en compte, surtout quand on est dans le dur, je pense à Idriss, je pense à d'autres, c'est que moi, pendant les 30 premières années, en fait, j'ai un peu considéré la rectocolite comme étant un ennemi à abattre, en fait. C'est-à-dire, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce que... il y avait une lutte intérieure, c'était véritablement un combat où je me disais, mais finalement, ça me crée beaucoup de résistance. Et puis, une des premières bascules qu'on essaye de faire aux gens que l'on accompagne, c'est de comprendre que cette rectocolite, elle d'abord, elle est en nous, donc pas moyen de s'en débarrasser comme ça. C'est pas, comme l'a dit Lara au début, on peut enlever le côlon, mais si on ne va pas chercher la cause, c'est difficile. Et c'est de comprendre déjà que cette rectocolite, c'est un indicateur, en fait, de notre alignement personnel, de notre alignement émotionnel, comportemental, environnemental, de la relation qu'on a avec nous-mêmes, d'abord avec les autres, et bien évidemment alimentaire. Ce qui veut dire que vous pourriez être parfaitement aligné, zen, totalement en phase avec vous-même, mais si vous mangez de manière non adaptée à notre pathologie, parce que c'est aussi l'une des clés qu'il faut bien comprendre, Lara n'a de cesse de le dire, n'est-ce pas Lara, que manger sain n'est pas soignant. C'est pas parce que vous allez manger sain que c'est soignant. Ça peut, mais c'est pas automatique. Voilà, c'est plutôt ça la nuance. C'est pas ce qui veut pas dire qu'il faut manger. Ça peut carrément être délétère pour certains, selon ce que vous mangez. Alors bien évidemment, on se rappelle, Lara, on se rappelle bien que moi, par exemple, ma pire crise, on était dans la période smoothie, limite crudivore, avec voilà, et je m'envoyais des litres et des litres de smoothie parce que je trouvais ça génial et je trouvais ça voilà, et à 5h30 du matin, je me levais, à 6h, j'étais au fitness et tout allait bien. Et en fait, voilà. Et ça, c'est aussi un des éléments aussi déterminants, et ça, je pense que c'est important d'en parler. C'est que beaucoup d'entre vous aussi vont vous dire, c'est le stress. Bon, alors le stress, c'est génial parce que c'est un fourre-tout absolument extraordinaire dans lequel on peut tout y mettre. Alors, moi, je vais vous donner 2 indicateurs. D'abord, le premier, c'est que si c'était le stress, comment expliquer que lorsque l'on interroge des gens en France, la population, on leur pose la question, quel est votre plus grand souci ? La grande partie des gens vont dire, mais moi, j'ai pas assez d'argent, si j'avais de l'argent, ça irait mieux. Bon, alors comment expliquer que les gagnants de la loterie nationale, quand ils gagnent 14 millions d'euros, on les contraint d'avoir un suivi psychologique. Pour une raison toute simple. Alors que pourtant, on viendrait de résoudre quasiment le problème majeur de 99% de la population.
Eh bien, parce que l'on ne peut pas passer de quelqu'un qui gagne 2 000 euros par mois à je suis millionnaire de 14 millions sans s'imaginer que notre relation à nous-mêmes, notre relation aux autres, notre relation à la société, que notre environnement social, affectif, émotionnel ne va pas être ébranlé. Et personne n'est prêt pour passer d'une posture modeste, enfin normale, à je suis millionnaire. Moi, j'ai travaillé 40 ans dans la musique, enfin 35 ans exactement. On peut pas prendre n'importe qui et le mettre sur une scène devant 15 000 personnes en s'attendant à ce qu'il soit à l'aise. Donc, on commence par chanter dans un café, devant nos parents d'abord, devant un bistrot, 100, 200, 1000, 5, 10, 15 000, et après, ça augmente. D'accord ? Donc, moi, avec Lara, quand j'ai eu ma pire crise, tout allait bien. On avait une entreprise dans la musique, 4 employés. J'allais aux États-Unis, en Angleterre. Enfin, on s'était mariés, on voulait un enfant, on avait eu un enfant. Tout était ouvert. Et néanmoins, j'ai été balayé par la pire crise qui a failli me coûter la vie. Ce qui veut dire qu'il y a réellement aussi un changement de regard et de posture sur la manière dont on appréhende les choses, aussi positives soient-elles. Et ça aussi, c'est un angle. C'est pour ça que tout mettre sur le dos du stress, ce serait trop facile. Parce qu'à contrario, quand je me suis retrouvé aux soins palliatifs avec un médecin en blouse blanche qui m'a dit « Monsieur Duc, il vous reste 1 mois à vivre », croyez-moi, j'étais quand même très stressé parce que j'allais laisser ma femme, ma fille. Et puis surtout parce qu'il me semblait que je n'avais aucune ressource pour m'en sortir. Tu t'es régénéré dans une situation de stress inimaginable. Oui, parce qu'il n'y avait pas la méthode. La méthode, elle est née après pour essayer de m'en sauver. Je pense que le stress c'est pas totalement faux de dire que c'est à cause du stress, mais c'est juste, nous on aime bien nuancer dans la méthode Tilara, et une bonne nouvelle est aussi une source de stress physiologique en fait. Le sport est un stress aussi en soi en fait. Si on va chercher vraiment plus loin. Une promotion professionnelle. Dans les réserves de glutamine, etc. Donc voilà, c'est bien de déconstruire en fait qu'est-ce qu'on entend par le stress. Et en général, quand mes interlocuteurs me invoquent le stress dans les facteurs de leur pousser, c'est toujours un stress négatif. Hein. Mais si vraiment le stress était si impactant que ça, croyez-moi que Christophe passerait son temps à être en stress, en poussée, pardon, parce qu'il faut quand même vous imaginer que c'est pas évident pour Christophe, qui est porteur quand même de la rectocolite, d'être le mentor de à peu près 160 élèves chaque jour. Et c'est quand même, on est d'accord que c'est quand même objectivement stressant. Je veux dire, c'est pas la situation rêvée qu'on puisse avoir. Alors, Lara n'a pas... il n'est pas en poussée continue. Hein. D'ailleurs, il n'est pas en poussée du tout. Mais dis-moi, chérie, tu voulais dire quoi ? D'abord, on a une vie normale, on a une vie de papa, j'ai une vie de couple, une vie de papa, j'ai une vie professionnelle. Et effectivement, dites-vous bien, c'est que la rectocolite, on essaie, comme vous, j'aime bien dire une chose qui est importante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je fais du mentorat, ce qui est pas tout à fait du coaching, c'est un peu différent, puisque j'imagine que, est-ce que pour tout le monde, c'est clair, la notion du mentorat, la différence entre le mentorat et le coaching ? Pour ceux que ça n'est pas évident, manifestez-vous, comme ça je peux vous le définir. Mais il est certain que j'aime bien dire avec malice que si j'ai été champion du monde de la rectocolite, ceinture noire, 4e dan, la différence entre le karaté et la rectocolite, c'est que tous les matins, je remets mon titre en jeu. Comme vous. Je n'ai pas de médaille accrochée au mur qui dit voilà, je le suis et il y a rien d'acquis. Voilà, c'est un enjeu. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il est tout à fait possible de se rétablir de situations dont on pense qu'elles sont impossibles, mais en fait, oui, c'est possible. Il faut de la détermination, de la volonté, et ce qui est très important, très, très important, alors ça, c'est quelque chose un tips que j'essaie de vous donner, c'est qu'il faut avoir une vision claire des objectifs que vous voulez atteindre et une vision une projection de vous-même dans une situation qui est meilleure. Alors vous me direz, vous qui êtes dans le dur en ce moment, vous dites, mais attends, il est mignon lui avec son petit t-shirt blanc nous dire, faut que je me projette dans la guérison, dans la rémission. Et pourtant c'est le cas. D'accord ? Vous n'avez pas un sportif d'élite. Vous n'avez pas... Je prends toujours l'exemple de l'accouchement parce que très honnêtement, c'est le plus révélateur. Il y a parmi vous des mamans, j'imagine, peut-être, qui ont accouché par voie basse. Or, on est tous d'accord pour s'accorder de dire qu'un accouchement par voie basse, si tu sais pas pourquoi tu le fais, c'est insupportable. Ce qui rend supportable une grossesse et un accouchement, c'est qu'à la clé, il y a un enfant. D'accord ? Parce que c'est vieux comme le monde que mettre un enfant au monde, c'est pas la partie la plus facile de la vie. Après, on se rend compte que l'élever, c'est évidemment une partie pas facile, mais qui est peut-être même plus longue. Mais c'est supportable parce que nous avons une vision. Or, je sais, vous tous ici, que quand vous vous levez le matin,
dans votre vie aujourd'hui, quoi que vous fassiez, il y a cette espèce de filtre devant vos yeux. Et partout où vous regardez, sur la pancarte, c'est marqué rectocolite. 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 Partout. Rectocolite. Rectocolite. Et nous, notre travail avec Lara, c'est aussi de vous permettre progressivement à tes souhaits. Non, mais j'ai pas réussi. C'est d'arriver à écarter vos doigts pour commencer à avoir une vision qui va au-delà de la rectocolite. C'est ça la grande force. C'est-à-dire être capable d'écarter vos doigts pour vous dire et progressivement voir la lumière de l'autre côté. Et cette lumière, elle existe. Elle est simplement plus perceptible parce que vous vous êtes levé ce matin, vous avez couru aux toilettes. C'est la première chose que vous avez faite. Vous avez du mucus, vous avez des gaz. Certains d'entre vous se sont levés pendant la nuit. Ça veut dire que professionnellement, vous dites, mais comment je vais faire pour pas me faire dessus? Vous n'osez pas péter parce que vous dites, je vais salir mes sous-vêtements parce qu'il y a du mucus. D'accord? Quand vous allez chez des amis, c'est compliqué. Vous n'osez plus voyager, vous n'osez plus vous projeter. Et au bout d'un moment, il y a une mise en boucle comme ça, qui commence à devenir très négative parce que tout tourne autour de la rectocolite. Claise, par exemple, a laissé une question, elle est plutôt à l'autre bout. En fait, elle dit « Bonsoir, je n'ai plus de symptômes, comment savoir si je suis bien en rémission ?» Ah, Lara, tu veux répondre? Alors Claise, pour répondre à ta question, moi je suis assez exigeante sur la notion de rémission parce que très souvent, il y a une confusion. Très souvent, les personnes qui ont la recto confondent absence de symptômes avec rémission. Ce n'est pas tout à fait la même chose. La rémission inclut évidemment la disparition des symptômes, tu t'en doutes. Mais pour moi, on ne peut parler de rémission que lorsqu'on a, déjà ça a été validé par une endoscopie, premièrement. Deuxièmement, par une biopsie, puisqu'il y a des endoscopies qui sont faites sans biopsie. Donc, j'aimerais juste qu'on sache que c'est bien, ça a traversé toutes les couches, qu'il n'y a pas d'inflammation souterraine. Troisièmement, que c'est validé par une calprotectine en dessous de 50. Et puis, quatrièmement, normalement, quand tu es en rémission, si tu manges en dehors de ton équation qu'on apprend à connaître dans Rémission durable, chacun apprend à connaître son équation. Si tu manges en dehors de ton équation, tu ne devrais pas vraiment réagir. Voilà. Après, il y a les symptômes au sens classique du terme et il y a les symptômes plutôt au sens petit Lara du terme. Pour moi, quand on dit je n'ai plus de symptômes, en général, on parle du sang et du mucus, voire de la consistance des selles. Et pour moi, ça va bien plus loin que ça. Les symptômes de rectocolite, pour moi, lorsqu'on va aux toilettes avant le petit déjeuner, on n'est pas encore dans une rémission parfaite. Il y a encore une faiblesse du côlon. Le côlon, il n'a pas encore la résistance et la solidité nécessaires pour tenir jusque... Tant que tu te lèves à 5 heures du matin, 6 heures du matin, ou que tu vas aux toilettes juste après t'être levé, pour moi, ce n'est pas une rémission, même si tu n'as plus de sang, même si tu n'as plus de mucus. Parce que le côlon, il est sensible. Donc, normalement, quand on est au lit le matin et on se tourne sur le flanc gauche ou le flanc droit, ça va déclencher une envie fécale quand on est au stade 2. Après, on passe au stade 3, donc ça ne les déclenche plus. Mais le fait d'ingérer la nourriture va déclencher une envie fécale. Donc, si tu ne vas plus aux toilettes pendant les repas, c'est qu'il y a vraiment une désensibilisation au niveau de la muqueuse. Elle n'est plus hyper réactive pour un oui et pour un non. Alors, effectivement, là, on peut gentiment parler de rémission, en tout cas au niveau de ces symptômes. Mais il faut que ce soit vraiment validé par le reste. Voilà. Et la couleur des selles, comme dit Karine, oui. La couleur des selles est importante. Elle ne signifie pas qu'on est en rémission, parce qu'on peut avoir des selles brunes avec un petit peu de mucus encore et un peu de sang. Mais la couleur d'une selle, si elle est brune, c'est déjà signe que ça s'est assaini. C'est déjà bon signe. Tant que les selles sont marron clair ou jaune, pour moi, ce n'est pas terminé. Et par exemple, Lara, j'aimerais rebondir avec quelque chose moi qui m'avait frappé. Suivant au stade où on en est, moi, par exemple, j'allais 40 fois par jour aux toilettes, donc je ne faisais que de l'eau et du sang. C'est-à-dire que j'étais nourri par la sonde parentale. Et je n'avais même plus de gaz à ce niveau-là. Et par exemple, il faut savoir que suivant à quel stade de gravité on est dans cette maladie, moi j'étais très surpris parce que je me rappelle que c'était même avant de rencontrer Lara, mais je m'en suis rendu compte aussi vraiment avec Lara, on a analysé ça, c'est que par exemple le fait d'avoir des gaz
de recommencer à faire des gaz donnait l'indication qu'en fait mon côlon commençait à retravailler, c'est-à-dire qu'il commençait à retraiter comme il pouvait ce que je lui envoyais, et c'était un indicateur en fait. Donc la subtilité, ce qu'on essaie de vous dire là, c'est que la difficulté, c'est que suivant le stade où vous en êtes, quelqu'un qui se met à avoir des gaz toute la journée, péter toute la journée, c'est le signe qu'il y a un déséquilibre, suivant où on en est. Et suivant la gravité de l'état, si on se remet à avoir des gaz, ça peut être le symptôme que, en fait, le corps commence à se remettre en place. Et il y a une odeur très particulière dans les gaz liés à la rectocolite. C'est une odeur de gaz est importante aussi. Très particulière, qui n'est pas la même odeur que quand on digère mal ou quand on a mangé quelque chose que le côlon gère. Donc, on va vraiment dans ces détails-là. Oui, tant que l'odeur est chimique, et ça n'a rien à voir avec la médication, puisque, comme je disais hier à l'atelier, enfin au webinaire plutôt, il y a des personnes qui sont sans traitement et qui ont encore cette odeur chimique. Donc, tant que l'odeur est chimique, il n'y a pas d'équilibre intestinal. Quand ça sent vraiment le caca du bébé, de l'enfant, enfin vraiment une odeur normale de sel, en fait, réjouissez-vous. Réjouissez-vous, parce que ça s'est normalisé en fait. Oui, parce qu'un des éléments que beaucoup de gens ne perçoivent pas, c'est qu'on est le seul mammifère au monde à déféquer dans de l'eau potable en plus. Si on y réfléchit bien, chaque fois qu'on va déféquer, c'est 5 litres d'eau potable. Il y a des gens aujourd'hui dans le monde qui font 10 km, 30 km à pied pour aller chercher de l'eau potable. Nous, on défèque dans de l'eau portable. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais ça veut dire que notre perception de l'odeur de ce que l'on fait, évidemment, est très atténuée. Les rectocolites les plus entamés dont j'ai fait partie, on se rappelle tous d'avoir dû faire caca n'importe où dans un endroit, et c'est absolument épouvantable. Ou alors ceux qui ont fait un peu de camping ou qui ont dormi, allez déféquer dans l'herbe, et là, vous allez vous rendre compte réellement de l'odeur de la matière fécale humaine. Donc, malheureusement, en plus, les indicateurs sont pas bons, mais les gaz, cette odeur très un peu acide, très persistante qu'il y a dans la rectocolite, ça, c'est le signe qu'effectivement, il y a un dysfonctionnement. Oui. Alors, il y a Karine qui dit, hier, Lara, tu as parlé de sel de couleur normale, et moi qui me croyais en rémission, j'ai compris que non, je ne suis pas encore sans inflammation. Oui, c'est juste, Karine, que je suis exigeante et que je ne veux pas que tu sois déçue, parce que après, tant que vous n'avez pas atteint tous ces stades-là, en fait, vous allez facilement, vous êtes enclin à facilement vous remettre en poussée, en fait, pour un oui, pour un non, parce que vous n'avez pas accompli le chemin jusqu'au bout, le chemin de la régénération jusqu'au bout. Et très souvent, vous recommencez la transition beaucoup trop tôt, parce que puisque vous confondez absence de symptômes classiques avec rémission, dès que vous n'avez plus de sang, plus de mucus, paf, vous recommencez les bonnes vieilles mauvaises habitudes d'avant. Et en fait, mais le côlon n'avait pas terminé la régénération. C'est précisément lorsqu'il n'y a plus de symptômes que, dans l'approche Lara, la régénération réelle commence, profonde. Et c'est pour ça que c'est sournois. C'est parce qu'on se dit, oui, non, mais c'est bon, maintenant je peux y aller. Et on défait ce qu'on a fait. Est-ce que j'avais pensé vous faire un petit graphique, d'ailleurs je n'ai même pas prévenu Lara que j'allais le faire, j'avais un petit truc à vous montrer, mais est-ce qu'avant vous auriez des questions? Est-ce que vous avez des remarques par rapport à ce qu'on vous a dit, par rapport à quelqu'un veut prendre la parole comme hier? C'était tellement sympa hier à mon webinaire, j'ai pu échanger directement avec vous. Qui veut prendre la parole et nous poser une question, pas par écrit forcément, mais vous pouvez aussi vous exprimer. Vous pouvez enlever la caméra si vous voulez. Je sais pas, Yilmaz par exemple, qu'est-ce qui fait que tu es là ce soir? En fait, j'ai suivi plusieurs naturopathes. Je me suis même inscrite chez une naturopathe. Oui. Mais ça ne me convient pas, et je trouve que votre approche à vous, c'est plus par rapport à ce que je recherche, on va dire. D'accord, ok. Ouais. Ça fait combien de temps que tu nous connais, Yilmaz? Ça fait longtemps. C'est vrai? Oui, ça fait longtemps. Ah, c'est super. Je suis sur YouTube et tout ça. D'accord. Ouais. Quelle est la vidéo qui t'a le plus Interpellé, merci chérie. Pas spécialement une, parce que je regarde toujours les victoires du vendredi. C'est ça qui m'a... Ah, sur Instagram alors? Oui, sur Instagram aussi, je vous suis. Oui. C'est les victoires du vendredi qui me donnent le courage qu'il y a quelque chose encore à faire, quoi.
Bien sûr. Nous, avec Christophe, tous les vendredis, on est gais comme des pinsons. Ah ouais, on est tout content parce qu'on sait qu'il va y avoir plein de victoires, on a envie de les partager, on est content pour les gens qui les publient. C'est devenu un rythme, une espèce de rituel dans la méthode. Et ça nous donne un espoir, quoi, en fait. Oui, c'est important. On croit beaucoup à l'effet papillon. C'est-à-dire, voilà, les victoires du vendredi, on poste et on inspire. Notre poste va inspirer. J'ai pas la recto, mais le poste de nos élèves va inspirer d'autres élèves et c'est une comment dire, une espèce de chimie comme ça, globale, qui est très belle. C'est bien que tu parles d'inspiration, Lara, parce que, en fait, ça, c'est ma phrase. J'ai sans doute dû l'entendre ailleurs, mais j'en ai fait mienne parce que je la trouve inspirante. C'est que, si tu veux apprendre à voler comme un aigle, il faut pas fréquenter des poules. Parce que les poules, ça vole pas. Donc, ça veut dire qu'il faut se mettre en relation avec des gens qui partagent cette vision aussi avec toi. Hein, nous, des naturopathes, des nutritionnistes, on en voit passer dans notre formation. Parce que malheureusement... on a des élèves naturopathes, en fait. Même des médecins, on a un étudiant en médecin, on a un peu de tout. On a une fille qui est venue, dont les 2 sœurs sont généralistes, et c'est ses sœurs qui nous l'ont envoyée, parce que le problème de la rectocolite, c'est que aujourd'hui, qui fait que de la rectocolite? C'est ça la difficulté. Parce que c'est compliqué. Lara ne fait que de la rectocolite, mais au départ, elle n'était pas destinée à ça. C'est la vie qui l'a mise sur le chemin de la rectocolite pour sauver son mari. Ça sonne encore bizarre dans le monde peut-être francophone, mais aux États-Unis, il y a des anthropologues du diabète, il y a des anthropologues de l'hypertension. Enfin, ça fait partie du sens commun, en fait, c'est normal. Et ici, j'ai l'impression que les gens sont un peu étonnés de mon métier, même de la part du corps médical. Ils se disent, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais enfin voilà, c'est très courant dans le monde anglophone, en fait. Ce qui est inquiétant pour la plupart d'entre vous, c'est que vous le faites tous sans exception, j'en suis sûr, c'est que vous récoltez beaucoup d'informations. Je mange ça, est-ce que c'est facile? Le problème, c'est que ces informations, que vous le vouliez ou non, non seulement le point 1, au départ, c'est contraignant de le faire. 2, vous êtes obligé de faire le constat que finalement, vous ne savez pas quoi en faire, donc c'est frustrant. Et le troisième constat naturel qui vient après, c'est que c'est angoissant, parce que dans le fond, ça vous met plus de troubles que de quiétude, parce qu'en fait, ça ne vous donne pas d'indication. Donc, vous avez une foule d'indications contradictoires dont vous ne savez pas quoi faire. Donc, vous êtes au volant d'un vélo ou d'une moto sans phare et vous roulez dans la nuit très vite, et plus la maladie s'aggrave, plus vous avez l'impression que ça va vite. Vous voyez des panneaux, un coup on vous dit à gauche, un coup on vous dit à droite, tout à coup vous êtes dans le noir. Donc, vous avez les phares dans les yeux, comme ça, et vous savez pas quoi faire. Et puis, au bout d'un moment, vous arrivez dans une ville, il y a plein de panneaux parce que vous avez récolté des informations, puis vous approchez de Paris, puis là, il y a des panneaux, il y a des bifurcations partout, puis on vous dit gauche, droite, et puis on vous dit machin, puis vous ralentissez. Et ça, c'est extrêmement angoissant. La difficulté, elle est vraiment là. C'est d'avoir un plan de vol. C'est d'avoir une méthodologie. La méthodologie, c'est ce que Lara enseignait à l'université. C'est pour ça qu'elle a réussi là où moi j'ai échoué. Parce que dans le fond, vous pensez bien qu'en 30 ans de la donnée, moi je suis allé voir des chamans, j'ai fait du voyage dans les vies antérieures, j'ai fait de l'EFT, de l'EMDR, j'ai fait de la kinésiologie, j'ai du crudivorisme, du végétarisme, la macrobiotique, j'ai jeûné. Je pourrais vous en réciter encore des listes et des listes comme ça. En plus, c'est même pas qu'on est contre ça, en fait. C'est pas du tout. Non, c'est pas le propos, Lara, tu as raison. Non. Mais c'est pour dire que ça me donnait toujours des informations, et je me rappelle qu'à chaque... Parce que des fois, j'avais des moments de rémission, je me disais, ah non, là, c'est bon, là. C'est bon, c'est derrière. Ouais, j'avais dépensé 3 000 € sur une semaine où j'avais fait du transgénérationnel. Alors, c'était super. Et puis après, alors, j'avais fait de la constellation familiale. Alors, c'était magnifique. J'avais tenu la main d'une dame que je connaissais pas en l'appelant maman pendant 3 jours pour lui dire, parce qu'en fait, au niveau fœtal, oui, le problème, c'est que je reprenais une rectocolite. Et au bout d'un moment, c'était terrible parce que ça devenait décourageant, parce que ça me coûtait des fortunes, ça me coûtait de l'énergie, et en fait, j'avais jamais de résultat. D'ailleurs, quand j'étais enceinte, tu te souviens, chérie, quand j'étais enceinte, on s'est préparé à mort pour que tu ne fasses pas de rechute dans l'après. Hein, tu avais fait tout un travail de je sais plus quoi, tu sais, avec l'ami de Martine, enfin bref. Ah oui, non, mais moi je suis allé voir quelqu'un aussi qui travaillait à distance, tu sais. Ah oui. Et puis ça nous avait coûté vraiment en plus assez cher, donc on s'est dit on investit. Et en fait on investissait, mais un petit peu à fond perdu, sans trop savoir où taper en fait.
Et quelques mois plus oui, tard, Lise ça t'a pas Bourbeau, empêché j'avais de tous les faire la livres. crise la plus grave de toute ta vie. C'est-à-dire que, oui, parce que le message, en fait, Lara, par exemple, qui avait travaillé avec des guérisseurs, moi j'allais voir des guérisseurs qui me disaient, mais en fait, dans le fond du fond... Vous voulez pas vraiment guérir. Si vous ne guérissez pas, c'est qu'au fond de vous, vous ne voulez pas vraiment. Il y a une partie de vous qui ne veut pas guérir, bien entendu. Mais qu'est-ce que ça m'énervait. Je rêve de laisser une veuve et une orpheline. Oui, bien sûr, t'en rêvais, tu voulais pas vraiment, en fait. Donc, en fait, quand les gens arrivent dans une impasse à un moment, c'est-à-dire qu'ils savent plus quoi dire, voilà. Et ce que je veux dire, c'est pour ça que il y a eu un moment, voilà, faut fréquenter des gens aussi, voilà, vous mettre en relation. Moi, je fréquentais pas les forums, par exemple, de la FA, tout ça, parce que j'y voyais un étalage permanent de gens angoissés, perdus, et franchement, moi, ça m'aidait pas beaucoup, parce que angoissé et perdu, je l'étais déjà pas mal de moi-même. Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question, une réflexion, une remarque par rapport à ce qu'on vient de vous dire, on vient d'échanger? Moi. Mais alors, vas-y, tu t'es lancé, vas-y. Moi aussi, j'ai beaucoup d'informations, mais je sais pas comment faire. Quand faire? À quel moment faire? C'est ça. Ouais. Bah, bien sûr, toute la problématique est là. C'est la difficulté, c'est ça. C'est pour ça qu'il te faut une map, il te faut vraiment un plan. Sans ça, bah, t'es au volant de cette moto, puis tu sais pas où tu vas. La difficulté quand on part en voyage, par exemple, la vie est un peu comme ça, hein, la paternité, la maternité, la parentalité, c'est comme ça. Malheureusement, on n'a pas de plan de vol, il n'y a pas de recette, il faut faire avec. Dans le cas de la rectocolite, ce qui est certain, c'est que nous, aujourd'hui, parce qu'on en a fait beaucoup, au bout d'un moment, on n'amène pas aux gens des solutions toutes prêtes. C'est-à-dire que c'est un investissement personnel, c'est une quête personnelle. Mais si je devais reprendre l'image du voyage, ça veut dire qu'Yilmaz, si tu décides de voyager avec nous, par exemple, ça veut dire qu'à côté de toi, il y aura un mécanicien, il y aura quelqu'un qui sera là pour te donner le plan, il y aura quelqu'un qui t'expliquera comment gérer. Il faut comprendre que, imaginez que nous tous ici, c'est comme si on avait une voiture qui, à la sortie de l'usine, avait un défaut. C'est comme ça, on peut s'apitoyer, si vous voulez, mais ça ne va pas nous faire avancer. Mais à partir du moment où vous avez compris, chacun d'entre nous avons compris que tous les 1000 km, il faut mettre 1 litre d'huile. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on s'arrange pour avoir des réserves d'huile dans le coffre et qu'aux alentours de 950, 970, 980, 990 km, on sait qu'on doit se mettre sur le côté, faire une pause, aller dans le coffre, mettre 1 litre d'huile, et on repart et on peut faire 300 000 km. Mais pour ça, il faut être capable aussi d'évaluer à quelle distance on est justement de ces 1000 km. Parce que nous, on ne peut plus, contrairement aux autres, faire 1500, 2000, 3000 et s'en fiche, pour ne pas dire s'en foutre. Parce que là, quand la rectocolite prend la décision, c'est elle qui nous met sur le côté. C'est-à-dire qu'on ne prend plus l'initiative nous-mêmes de nous arrêter pour remettre de l'huile, c'est la rectocolite qui nous met de côté. Et là, c'est trop tard. La difficulté, elle est là. C'est vraiment ça. C'est pour ça que s'il suffisait d'avoir une recette, nous, ce serait génial. Avec Lara, on s'arrêterait 6 mois. Lara écrirait un livre. Je collaborerais. On le distribuerait sur la FNAC. Et puis, ce serait génial parce que les gens pourraient se mettre en rémission comme ça. Mais c'est pas. C'est-à-dire que nous, on ne croit pas beaucoup à l'existence d'un régime transversal pour tous les rectocolites. Pour moi, c'est une vision extrêmement réductrice en fait de la situation. Qu'est-ce que ça veut dire transversal? Explique un peu. C'est pas forcément évident. On ne croit pas à l'existence d'un régime qui est le même pour tous les gens qui ont la rectocolite. Ces histoires de régime anti-inflammatoire, ça veut tout et rien dire en fait. Pendant qu'une chose va être anti-inflammatoire pour une personne, elle va faire réagir une autre personne. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont un peu plus corrosives que d'autres, d'accord? Ça, comment dire? C'est quelque chose qu'on peut pas nier. Mais cela dit, de là à dire il existe un régime anti-inflammatoire pour tous les gens qui ont la rectocolite, c'est ignorer les subtilités inhérentes à la rectocolite. C'est ignorer qu'il y a des rectocolites, il y a des rectocolites anorectales, il y a des rectocolites basses de type rectale, moyenne rectale, sigmoïdite, rectale, sigmoïdite. Il y a des rectocolites qui sont juste situées au niveau du côlon. Et encore, quelle partie du côlon? Le transverse, le droit, le gauche. Et puis, il y a l'intensité il y a la force du volcan, comme on l'appelle avec Christophe. C'est-à-dire qu'on peut avoir 50 personnes en stade 3, mais il n'y en a aucun qui va se ressembler. Il y en a un, elle va être au stade 3, mais dans un état beaucoup plus lamentable qu'une autre. Pourtant, c'est le même stade. Donc, comment est-ce qu'on arrive à trancher? Et en fonction de tout ça, il y a une nutrithérapie adaptée. Mais cette nutrithérapie, elle est subtile en fonction des signatures différentes.
de la force du volcan et puis du mode de vie de la personne. Donc, tant qu'on n'arrive pas à, comme tu disais, Christophe, avoir une map, tu vois, à cartographier notre rectocolite, en fait, on va taper un peu n'importe où en se disant, ouais, ça c'est anti-inflammatoire, ça va aller, ça aussi c'est anti-inflammatoire, ça va aller, mais c'est pas comme ça que ça se passe, en tout cas dans la méthode Tilara. D'abord, on commence à faire un état des lieux. Ok, j'en suis où ? Quelle est ma signature? Quelle est la force de mon volcan? Je suis à quel stade et je suis atteinte depuis combien de temps? Parce que souvent, plus tu as été atteinte longtemps, plus potentiellement le chemin devrait être un peu plus long par rapport à une personne qui a été fraîchement atteinte. Donc, tout ça, ce sont des paramètres qu'on prend en considération et une fois qu'on les a tous rassemblés, donc ça se passe la première semaine de la formation, là, on met au point une stratégie qui inclut une médication préexistante si la personne se sent bien avec cette médication, évidemment. Il n'est pas question de dire, voilà, nous, on révolutionne la médecine. C'est pas du tout, mais pas du tout notre discours. C'est vraiment ne pas avoir compris notre message. Parce que pour nous, il y a des petits larrons pour lesquels la médication va faire partie de leur équation globale et c'est tant mieux pour eux. Et d'autres qui vont arriver à la fin de l'efficacité d'un traitement, parce que le traitement, il est efficace un certain temps, lorsqu'il l'est. Et puis au bout d'un moment, le corps, en fait, ça se retourne contre le corps, ça va se retourner contre le corps. Mais ça, c'est pas le traitement qui fait ça. C'est tout et n'importe quoi fait la même chose. Il y a même des supplémentations, des choses naturopathiques. Si on en prend pendant trop longtemps, ça va se retourner contre nous aussi. D'accord ? C'est une question de saturation du corps. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre comment il fonctionne, ce corps, qu'est-ce qu'il a besoin et pendant combien de temps. Parce qu'au bout d'un moment, il dit, OK, il donne des symptômes que, OK, là, c'est bon. J'ai pris tout ce que j'avais à prendre. Maintenant, on passe à autre chose. C'est comme si tu prends de la vitamine D toute ta vie. On dit que la vitamine D, c'est bien. C'est la première vidéo de ma chaîne YouTube, d'accord ? La vitamine D, elle est importante pour la cicatrisation, etc., etc. Mais si tu en prends toute la vie en supplémentation, t'inquiète pas que tu vas être en surdosage au bout d'un moment. Ça va plus te profiter. C'est pas une question que les médicaments sont bons ou mauvais. Ça va beaucoup plus loin que ça. Exactement. Est-ce que Pierre-Baptiste, tu aurais une question à nous poser? Déjà, Pierre-Baptiste, est-ce que tu es là? Oui, tout à fait. Tu nous connais depuis combien de temps? En fait, à la base, c'est ma copine en fait qui a recherché et en fait qui l'a connue via les réseaux sociaux. Ah, d'accord. Je suis là également. On a discuté un petit peu. Je m'en doute. On a discuté un petit peu ensemble, Lara et Christophe, sur TikTok. Ouais. Ah oui, c'est ça. Ah oui, ça me dit quelque chose. On a discuté hier. C'est bon, mais on a eu des échanges. Mais moi, j'ai pas eu d'échange avec Pierre-Baptiste. Voilà. Ah oui, je resitue tout à fait. Super. Ben, c'est bien d'être. J'ai envoyé l'invitation par hasard ce matin, mais je pensais pas que vous viendriez. C'est super. Donc comme ça, Pierre-Baptiste, tu as l'occasion de mettre un peu une voix, un mouvement et une image sur un nom. Et puis, tu n'as jamais vu de vidéo de Christophe ou de moi avant, je pense, ou bien? Non, très peu. Honnêtement, c'est ma copine qui était vraiment à fond et c'est vraiment grâce à elle que je suis là. Depuis combien de temps tu as la rectocolite, Jean-Baptiste? Pierre, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Non? Ça fait depuis avril 2019. Ah ouais, donc un petit bout du chemin quand même. Un petit peu, oui. Et où tu en es là de ta crise en ce moment? Là, je suis vraiment dedans plus. T'es dans le dur. Oui. Je sais pas, je dirais entre 6 à 8 passages aux toilettes avec du sang, des glaires. Est-ce que tu vas aux toilettes pour faire juste des glaires ou du sang ou il y a toujours des... Oui, je fais aussi par exemple, vraiment aller pour mal de ventre et glaire, sang. Stade 2. Ok. Et moralement, comment est-ce que ça t'impacte? Le stade 2, c'est compliqué parce qu'on est l'esclave de son côlon, en fait. C'est pas nous qui décidons quand on y va, c'est lui, en fait. Donc, c'est extrêmement désagréable, au-delà du fait que ça peut faire mal. Et le stade 3, en fait, ce qu'on appelle le stade 3 dans la méthode Tilara, c'est quand
tu n'as plus, là tu as des envies afécales, ça veut dire qu'en fait tu vas aux toilettes pour faire d'autres choses que des selles. Et puis après, tu n'as plus ces envies afécales, et lorsque tu vas aux toilettes, c'est parce que tu sens que tu as besoin, mais tu as quand même un minimum de temps pour y aller, et puis tu vas avoir du sang et des glaires, mais ce sera toujours pour faire des selles, en fait. Donc c'est le début de la liberté, en fait. Tu peux commencer à sortir, aller au parc sans avoir peur, etc., même si les selles sont pas saines. Voilà, donc pour nous, tu es au stade 2, mais ça veut tout et rien dire. Comme je disais tout à l'heure, il y a 5 minutes, il y a des stades 2 qui sont très violents et d'autres plutôt légers. Donc ça, c'est encore à définir, en fait. La force du volcan. La force du volcan, Yilmaz, merci. Tout à fait. Et la signature. La signature. Moi aussi, je pense être au stade 2, mais du coup, moi, ça va plutôt bien. Et j'aurais voulu vous parler d'un sujet parce que du coup, ça fait 1 mois que j'applique la méthode donc, de toutes les infos que vous donnez gratuitement donc, sur les réseaux, sur votre chaîne et compagnie. Et donc moi, je pense vraiment par contre que pour éteindre le feu, vos conseils alimentaires assez généralistes, d'éviter quand même certains aliments et la cuisson à l'eau ou à la vapeur, tout ça, voilà. Enfin, je pense que là, c'est assez général. Mais ensuite, c'est qu'est-ce qu'on fait par la suite. Mais moi, du coup, là, ça va mieux. Mais j'ai découvert en fait que mon rapport à la nourriture était quand même très particulier. C'est-à-dire qu'au début, j'ai énormément souffert. J'avais l'impression de ne pas assez manger. Et je continue encore un petit peu de me remplir. Donc, j'ai vraiment appris à mastiquer, prendre le temps. J'avais des envies de sucre. C'est là que vous êtes tous les mêmes. de sucre que je mangeais. Et en fait, là, maintenant, je me dis, c'est chouette, ça va mieux. Mais il faut vraiment que je fasse un gros travail sur moi pour changer mes habitudes alimentaires. Parce que sinon, en fait, là, en plus, le moral va mieux. Donc, c'est pas un problème. Je m'habitue à cuisiner différemment. Mais je me dis que si ça allait pas, en fait, je replongerais direct. Donc, voilà, je voulais vous demander, vous, quelle est votre approche par rapport à ça? Christophe, tu veux dire comment tu manges? Tu vois, Charlotte, ça c'est vraiment le travail. Tu vois, par exemple, je vais essayer de faire court, mais pour essayer de vous inspirer par rapport à ça. Aujourd'hui, si tu veux, en général, c'est à partir de ce moment-là que justement j'interviens dans la formation, parce que c'est à ce moment-là précis que se situe en fait l'ancrage dans la durée. D'accord ? Parce que la rémission, c'est bien. La question, c'est comment est-ce qu'on l'installe ? Déjà, il faut savoir que quand tu manges sucré, ça allume une petite lumière dans ton cerveau qui a des endorphines, hein, qui est la zone du plaisir, hein, qui est aussi la même un peu que l'orgasme, que ces choses-là, qui s'allument dans le cerveau comme ça. Donc, ça veut dire que déjà, le comportement alimentaire de la plupart des rectocolites, déjà, il y a souvent le grignotage, avec un penchant naturellement pour le sucré, mais certains n'aiment même pas. Alors là, c'est pas déjà un problème, hein, ceux qui sont pas sur le sucre, mais la plupart du temps, c'est des grignoteurs et qui peuvent manger des gros volumes sans avoir le sentiment de satiété et qui en général sont assez speed, donc parlent en mangeant, donc avalent de l'air, mangent vite. En plus, le ventre met 20 minutes avant de... Je vois que Cécile rigole. En plus, on avale de l'air et souvent, il faut 20 minutes avant que le corps donne au cerveau, si tu as l'information, que tu es repu. Donc, c'est-à-dire que tu peux t'envoyer un gros volume avant d'être pas être bien. En plus, pour un peu que tu aies une digestion lente, comme c'est mon cas, moi, j'ai eu fait des indigestions à 4h du matin. Donc, tu finis le repas à 21h, je vais dormir et c'est à 4h que j'ai envie de gerber. Tu dis, mais j'ai mis tout ce temps avant d'être pas bien. Donc, j'ai pas l'indication, comme toi, je n'avais pas l'indication de à quel moment je dois m'arrêter. Bon, ça, c'est le premier point. Deuxièmement, quand tu es en rectocolite, il faut savoir, une crise de rectocolite, c'est quoi ? C'est une succession de frustrations quand on est très atteint, en plus par la rectocolite. Ça veut dire que on est dans une société où il y a des contraintes, on est dans une société où il y a des peurs, on est dans une société où il peut y avoir des contraintes professionnelles, des contraintes affectives. La rectocolite ne favorise pas forcément l'intimité. Si on est entre adultes, vous voyez ce que je veux dire, ne favorise pas forcément les rapports sociaux et tout. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, le frigo dans la place de la société, il a pris une place extrêmement importante parce que ce soit un système de récompense ou un système de compensation, c'est très facile. Oh, je me sens bien là, en ce moment, je suis tout correct. Allez, frigo. Ça va pas très bien, ok ? Frigo. Tu manges, en fait, tu mets de la joie, tu mets de l'enthousiasme, tu mets de la récompense. Donc, la question, c'est que
évidemment, la rectocolite, elle génère une frustration. Elle génère que des frustrations. Je peux pas sortir, je peux pas manger, je peux pas... On s'entraîne là-dedans. Donc, et tout à coup, je te dis, mauvaise nouvelle, Charlotte, là où tu allais chercher un petit peu de réconfort, là, il va falloir limiter aussi. Alors évidemment, nous, on met en place des stratégies. D'autant plus qu'il faut comprendre une chose qui est déterminante. C'est que le cerveau, le mental, parce qu'il faut différencier le mental, c'est que le mental, lui, déteste le vide, par définition. D'accord ? Donc, quand la rectocolite a pris beaucoup de place dans une vie, c'est un peu comme une vieille armoire au milieu du salon. On s'y est tellement habitué qu'on a pris l'habitude de tourner autour de l'armoire, et puis il y a seulement que les gens de l'extérieur, quand ils viennent, disent « Dis donc, Michel, ton armoire au milieu du salon, ça te casse pas les pieds ? Non, quelle armoire ? Ah oui. » Moi, j'en entretiens des gens, des fois, qui me disent, je leur dis, les symptômes vous impactent ? Non, ça va. Je dis, vous allez combien de fois aux toilettes ? 5-6 fois, mais ça va. Pardon ? 5-6 fois ? Non, mais 5-6 fois, c'est... Non, mais vous rigolez, déjà 2-3 fois, c'est vraiment la limite quand tu commences à... Parce qu'on s'habitue. Donc la question aujourd'hui, d'ailleurs dans toutes les thérapies, c'est le cas, c'est que quand vous enlevez un problème, vous en créez un nouveau parce qu'il y a du vide. Et le mental déteste le vide. Il a horreur de ça parce qu'il associe le vide à la peur. Donc le mental, lui, il adore ça parce qu'il se nourrit de ça. Donc il va chercher... Donc on peut pas faire... Il faut faire une transition qui est progressive. D'accord ? Quelqu'un qui est... Et souvent, en plus, les rectocolites, on a tous un tempérament qui n'est pas forcément lié à l'addiction, mais on est tous des compulsifs. C'est-à-dire que par définition, la plupart des rectocolites, quand on achète un paquet de gâteaux, personne ici, levez la main, qui prend un gâteau et s'arrête. Allez, on va faire l'inverse. On va faire l'inverse, c'est que tu ouvres le paquet. Le chocolat, c'est horrible. Bon, le chocolat, ça c'est faire Botten, vous le savez, ça on ne fait pas. Et c'est un Suisse qui te le dit. Tu dis ça en allemand, mais c'est là on s'adresse à des gens qui sont français, chérie. Donc Verboten, c'est... Oui, c'est interdit. Voilà. Bon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le chocolat, non. Donc l'idée, c'est qu'il faut justement avoir une construction mentale. Mais pour ça, j'avais un petit tableau justement que j'aurais pu vous partager parce que pour moi, c'est le plus important, c'est le sens de la priorité. En fait, la priorité, c'est la plus importante. Et quand tu as une vision qui est suffisamment claire, tu as la vision de ce que tu veux, finalement, l'idée de manger du chocolat, pas du chocolat, machin, elle devient très secondaire. C'est une contrainte. Je veux dire, OK ? Quand on fait une course à pied, ce qui est insupportable, c'est aujourd'hui, Charlotte, évidemment que c'est difficile parce que tu as une paire de baskets, tu as un short, tu as décidé de mettre un t-shirt et de faire du sport. Donc régulièrement, tu es dans la rue puis tu cours. Le problème, c'est que tu sais pas la distance, tu sais pas si ça va monter, si ça va descendre. Des fois, il pleut, des fois, il fait froid, des fois, il fait trop chaud. Et puis surtout, on t'a pas éduqué à quel moment il faut t'hydrater, comment voilà. C'est ça la difficulté. Et ça, c'est quelque chose qu'on gère en atelier, justement. En fait, si tu veux, Charlotte, à l'époque, quand je travaillais toute seule, donc sans Christophe, la méthode Tilara, comme tu peux la voir, elle était déjà sur la chaîne, d'accord ? Mais il lui manquait quelque chose pour que la rémission, on puisse vraiment l'appeler durable. Si tu veux, mes patients, en Suisse, on peut dire patients, en France pas, donc je vais faire comme si j'étais en France. Donc mes clients de l'époque, ils parvenaient à se mettre en rémission. Mais ça tenait pas longtemps. Ça tenait peut-être pas longtemps pour certains. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il manquait une clé importante à cette équation globale, c'est la vision. Moi, je travaillais pas sur la vision avec mes clients, mais sur la nutrithérapie, etc. Donc, comme tu le dis si bien, Charlotte, pour l'instant, tu y arrives parce que tout va. Mais le jour où, je sais pas, tu as un membre de ta famille qui décède, et je touche du bois, c'est pas ce que je te souhaite, mais où je ne sais quoi, où tu perds quelqu'un que tu aimes, où il y a une séparation, ou je ne sais quoi, effectivement, tu pourrais flancher si tu n'as pas une vision suffisamment claire de pourquoi tu fais ça et où tu vas et quelle est ta stratégie. D'accord ? C'est la clarté qui amène la vision. Sans clarté, c'est un peu le brouillard, on le fait parce qu'on a une petite montée, on se dit « Ah, c'est trop cool !» quelque chose de nouveau dans ma vie, c'est marrant, ça marche, il y a des conséquences positives. Mais on oublie très très vite. Parce qu'une fois qu'on est en rémission, on a cette tendance à se dire que, en fait, tout ça c'était un mauvais rêve, cette histoire de pousser. Et très vite, on va reprendre la même vie qu'on avait avant à peu près, et on va reproduire exactement les mêmes habitudes, les mêmes routines, les mêmes erreurs, parce qu'on va se dire non mais en fait ça va bien, là je me sens bien, je pense que ça devait être le stress, mais j'ai fait un travail sur moi entre-temps, puis non mais maintenant c'est bon. Puis en fait on croit toujours que on a compris et que on va plus se laisser avoir, et puis ça revient. Et donc là, c'est là que Christophe intervient. C'est pour ça que aujourd'hui, on parle de rémission durable. C'est parce que c'est un travail en duo
avec Christophe et avec moi qui rend vraiment l'approche beaucoup plus complète aujourd'hui. Oui, voilà, mais moi, c'est ça que je veux pas parce que au final, aujourd'hui, j'ai peu de médicaments et on m'avait proposé de passer à la cortisone et finalement, j'ai pu échapper. Et d'ailleurs, c'est assez étrange parce qu'en fait, en discutant de cette maladie ou sensibilité, comme tu le dis si bien, il y a d'autres personnes dans mon entourage qui ont ça, quoi. Mais par contre, il y en a qui ont les traitements sous immunosuppresseurs. Alors, il y en a, ils me disent ça fonctionne très bien, mais après, se faire Mais des jusqu'à quand à vie, voilà. Et moi, à un moment donné, ça va se retourner ça. contre eux. Ouais, c'est ça qui me fait peur. Et comme je dis, pour moi, on n'est pas contre ou pour, on est juste, on a du recul et on observe un phénomène, d'accord? Et ce qu'on observe, c'est qu'au bout d'un moment, on peut pas tout miser sur juste la médication ou juste une nutrithérapie, parce que la signature, elle évolue. C'est une énergie qui est mouvante. La vie évolue, tout est mouvement. D'accord? Rien n'est figé. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu te dis, OK, aujourd'hui, ça marche si je mange du riz et si je mange des pommes de terre cuites à l'eau ou bien du poulet cuit à l'eau, ça fonctionne. Oui, non, mais attends. C'est parce que vas-y, vire de profil, deviens profil constipé avec un grand C. Tu pourras plus appliquer ta nutrithérapie d'aujourd'hui. Nous, ce qu'on vous enseigne, c'est à comprendre comment intervenir à tous les étages. Parce que c'est chronique. Et si ça arrive, vous saurez déjà quoi faire à l'avance, en fait. C'est aussi ça. Il y a une forme de... On est proactif. On n'est pas juste à subir ce volcan qui se réveille, qui s'éteint, qui se réveille à son gré. Tu vois, il y a vraiment une dimension de prévention aussi. Le sens même de la rémission, en fait, Charlotte, c'est que la rémission étymologiquement, c'est aussi faire la paix. Hein. Et l'idée, c'est aussi de faire la paix avec soi-même. C'est important. C'est aussi être capable de faire la paix avec soi-même, avec ce qu'on pense avoir mal fait, avec cette culpabilité. Hein. La plupart des rectocolites sont très perfectionnistes. Le problème du perfectionnisme, c'est que s'il engendre de lui-même, c'est une croyance limitante, souvent d'ailleurs, qui fait qu'on pense qu'on ne peut pas être aimé seulement pour qui on est, mais seulement pour ce qu'on peut apporter aux autres ou aux résultats. Donc il y a une exigence personnelle liée à ça. Et on a souvent et ça génère des comportements un peu obsessionnels avec des fois des idées fixes. Hein. On passe pour des gens assez têtus. Quand on a une idée en tête, on lâche pas le morceau facilement. Et en fait, ce comportement-là, la rectocolite, elle nous pousse aussi. Et au plan symbolique, certaines personnes... les femmes qui ont accouché par voie basse disent que souvent les douleurs liées à la rectocolite sont très proches de l'accouchement. Et c'est vrai, elles ont raison, parce qu'en plus on perd de l'eau, on perd du sang. Hein. Et je pense que profondément, la rectocolite, c'est une invitation à accoucher de toi-même, Charlotte, mais consciemment. C'est-à-dire faire la paix avec toi-même, te mettre au monde, mais avec de la conscience. Juste avec de la conscience. C'est pas porter un jugement. Mais la rémission, c'est aussi faire la paix avec soi-même. Tu vois. Et puis, en France, je ne sais pas si tu es française, mais en France, il y a le culte de la bouffe. Enfin, je veux dire, on a remis la bouffe à un endroit qui est déplacé. Enfin, j'entends, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors que moi, dans mon esprit, quand je vais manger chez des gens, je vais voir des gens. Après que je mange ou que je mange pas, qu'est-ce que j'en ai à foutre dans l'absolu, tu vois, je veux dire. C'est pas, je comprends que quelqu'un s'est donné de la peine à cuisiner pendant 3 heures, mais si je veux ça, je vais dans un restaurant, puis je paye 200 € le menu, puis là, magnifique, tu vois. Mais c'est pour être ensemble. Donc, c'est aussi déconstruire des schémas de pensée, des croyances limitantes liées à toutes ces choses-là, qui nous font penser que si j'ai pas de récompense, qu'est-ce qui va se passer? Mais il va rien se passer du tout. Tiens. Et c'est mettre de la clarté sur les intentions. C'est de déconstruire nos mécanismes. Ça, c'est vraiment le travail. Mais la question que j'ai envie de te poser, Charlotte, c'est dans le fond, toi, tu nous suis depuis un moment. Tu as entamé le travail, tout ça, mais toi, qu'est-ce qui t'empêche finalement, puisque certains d'entre vous le savent chez nous, les gens qui rentrent dans la formation passent toujours par un entretien avec moi. C'est un entretien d'1 heure, c'est gratuit, ça permet de faire le point. Mais toi, par exemple, qu'est-ce qui t'a empêché, qu'est-ce qui te freine, par exemple, de faire cette démarche, par exemple? Qu'est-ce qui te manque comme information, à quel endroit, qu'est-ce qu'il faudrait que, tu vois, ça m'intéresserait de savoir ça. Parce que nous, on a beaucoup de gens qui nous suivent, qui disent, ah, c'est extraordinaire, puis des fois, je me dis, mais quel est le petit gap qu'il faut franchir? Moi, c'est aussi la peur de ne pas avoir les moyens financiers. Okay. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que je sais ce que je gagne tous les mois, je sais à peu près ce que je suis capable de mettre financièrement dans ma santé.
Mais ça, après, je pense que voilà, c'est à discuter en fait directement en Bien sûr. entretien. Mais est-ce que tu penses, moi je l'entends, c'est évident, tu vois, je veux dire, nous en plus, inutile de vous dire, quand j'étais 14 mois hospitalisé, nous on a tout perdu, donc on voit très bien ce que ça veut dire. Très bien, on a licencié des personnes, on a fermé, voilà, bon, on connaît très bien tout ça. Maintenant, si tu veux, la question qu'il faut se poser toujours, c'est de se dire, ok, moi je sais, je te parle pour moi, que tu as déjà fait des formations, toi par exemple, pour la nutrition, tu as suivi des thérapies, tu es allé voir des nutritionnistes, des choses comme ça déjà? Oui, quelquefois, nutrition, mais justement, je trouvais que c'était pas assez axé par rapport. Enfin, c'était des choses générales qui étaient pas. Tu vois mais c'est quoi les sommes que tu dépensais, tu vois, par rapport à ça, tu vois, les entretiens, ces choses-là. Les séances, elles sont entre 50 et 60 euros. Ouais, c'est ça, tu vois. Ouais. Donc, mais pour moi, le problème, c'est pas de dépenser 50 ou 60 euros, ou 150 euros, 300 euros. Ce qui est important, c'est ce que tu as eu du résultat. Non, parce que tu es là, j'imagine. Ouais. Oh, si, en partie, j'avais eu quand même des bons conseils que j'ai retrouvés. Ouais. Mais il fallait aller plus loin parce que là, quand j'ai refait la crise qui a duré quand même de mi-janvier à jusqu'il y a enfin, on va dire une semaine, puisque ça fait seulement une semaine que j'ai vraiment plus aucun saignement. Bah là, en fait, voilà, en reprenant ce qu'on m'avait dit à l'époque, ça n'a pas fonctionné. Et je me Pour moi, suis la peur de l'argent, je la comprends, puis elle est légitime. En plus, souvent, nous, les rectocolites, on a la peur du manque. Souvent, l'instinct de survie chez nous, il est assez violent, tu vois. Moi, c'est vrai que si je compte ce que j'ai dépensé, même avant de rencontrer Lara pendant 30 ans, et même pendant et tout, voilà, j'aurais pu acheter une très, très belle voiture, bien équipée en plus. Voilà. Tu le dis en médecine alternative. Oui, bien sûr. Ouais. Et alors, si en plus, ce que ça m'a coûté, c'est-à-dire le nombre de. En plus, moi, j'étais indépendant, chaque fois, j'ai pas pu travailler, tout ça. Pour moi, si tu veux, il y a des gens qui trouvent normal, par exemple, de dépenser 150 000 euros dans une voiture, parce que leur perception de valeur, elle est là. Mais ce qui est très curieux, c'est que à Paris, pour aller d'un point A au point B, que tu aies dépensé 150 000 dans une grosse Mercedes ou dans une Clio à 1000 balles, tu vas faire le trajet à la même endroit. Voilà, à la même vitesse. D'accord. La question, c'est vraiment une question de perception. Donc pour moi, si tu veux, la question de la peur liée à l'argent, je la comprends. Mais la santé, pour moi, elle n'a pas vraiment de prix. Alors chez nous, elle en a un, c'est évident, je le cache pas. Mais ce que je veux dire, c'est que après, c'est une question de où est-ce qu'on a mis la priorité. Tu vois, bon, la priorité. Moi, je sais que la priorité, il arrive un moment, si c'est le frein, pour moi, ça veut dire que s'il y a un frein, c'est qu'il y a encore pas assez de confiance dans le fait que peut-être tu peux y arriver. Parce que si tu sais que tu vas y arriver, moi, à l'époque, j'aurais fait n'importe quoi pour m'en sortir. Et j'ai fait un peu n'importe quoi, je te le cache pas. Mais on cherchait partout. S'il y avait eu un programme comme le nôtre, je pense qu'on aurait sauté à pieds joints. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on a juste essayé de créer, en fait, c'est... Enfin, moi, j'ai essayé de... Je peux en parler de l'intérieur, puisque j'ai la rectocolite toujours. C'est, si tu veux, de faire le programme que j'aurais voulu avoir. Si tu veux, avec un guideline, avec un système. Voilà. Moi, aujourd'hui, à l'époque, j'avais pas rencontré des gens qui me disaient... Donc, je pense que je la comprends, cette peur. Je pense que derrière, il y a peut-être aussi... Est-ce que toi, tu penses que tu pourrais... Parlons pas de l'aspect financier, mais est-ce que tu penses que tu pourrais y arriver à te mettre en rémission? Ah oui. De manière durable? Oui, complètement. Parce que tout ce que tu racontes me parle, en fait. Et moi, j'ai eu un gros poste à responsabilité il y a quelques années et j'ai enclenché un changement de vie qui m'a permis d'avoir beaucoup d'améliorations, en fait, sur beaucoup de points. Voilà. Mais là, en fait, j'ai aussi traversé une période difficile où, en plus, j'ai pas bien mangé. Donc, en fait, je sais aussi ce qui a déclenché ma crise. Bien sûr. Voilà. Bon, là, je peux pas le dire non, c'est pas le but. Ouais, je comprends. Voilà, mais je suis... oui, j'en suis vraiment convaincue. Parce que pour moi, Charlotte, si tu veux, à partir du moment où il y a une conviction, à partir du moment où il y a une vision, à partir du moment où il y a une volonté, à partir du moment où il y a une certitude, le débat, c'est le comment. Oui. Tu vois ce que je veux dire? La question du comment. On n'est pas fou, tu vois, on le sait, c'est le comment. Donc même un obstacle... moi, c'est que je ne trouve pas certains items au Canada. Alors Lucie... Déjà, je suis contente de savoir qu'il y a une Canadienne qui est là. J'adore les Canadiens. Mais sache qu'il y a des Canadiens dans le programme, hein, Lucie. Je ne sais pas dans quelle partie du Canada tu es, mais ils sont aux alentours de Montréal.
Donc voilà, Charlotte, le point en fait où je voulais en venir, c'était comme le disait Lara, bon, pour le Québec, on a même des Québécois, on a un Français qui est en Australie, on a des gens qui ont 20 ans, on a des gens de 74 ans. On a 2 personnes de la Réunion. On a des gens de 74 ans. Donc voilà, après c'est vraiment à discuter du comment, tu vois, de comment est-ce qu'on, tu vois, comment on met les choses en place, tu vois. Ouais. Il y a autre chose aussi, en fait, c'est que j'ai mon compagnon qui a du mal à me suivre en fait dans cette démarche. Sur quel plan? Sur le plan alimentaire, quand j'ai commencé à découvrir un peu vos vidéos, tout ça, je lui dis attention, il va falloir faire attention, il faudrait qu'il n'y ait plus ça dans les placards qui traînent parce que il a commencé à me dire non mais moi je mange ce que je veux en fait. C'est à toi de faire les efforts. Ce qui n'est pas faux. Ça a été dur. Voilà, mais ça a été dur. Du coup, c'est moi qui fais les efforts parce qu'en fait, il y a toujours les mêmes trucs. Il y a toujours le chocolat, il y a toujours les bonbons. Enfin, les bonbons, j'en mange pas trop moi, mais voilà, les choses qui me font envie, le fromage et tout. Mais j'arrive à tenir. Mais du coup, je me suis dit, voilà. Alors, il est certain que. Alors, déjà, il faudrait pas qu'il mange comme tu dois manger toi parce qu'il a sans doute pas la rectocolite et c'est tant mieux pour lui. Pas du tout, ouais. Deuxièmement, je pense aussi, et c'est la raison pour laquelle nous, les entretiens qui sont avec moi se font toujours avec le conjoint ou un proche aidant ou un ami. Je l'ai d'ailleurs dit à Idriss ce matin, n'est-ce pas Idriss? C'est pour ça que tu es avec Cécile ce soir. C'est-à-dire que c'est important. Déjà, pour plusieurs raisons, parce que la personne qui a... Déjà parce que quand on est dans le dur, dans la maladie, des fois, on peut être plus vulnérable. On peut avoir une perception de la situation qui est erronée. Moi, dans les questions que je pose, il y a des questions très précises, je vais assez en profondeur dans le chemin, puis des fois on peut dire « Ah non, moi non », puis tu as le partenaire qui fait « Comment ça non ?» Bah si, oui, ça nous donne un éclairage. Hein. Et puis ça permet surtout des fois, pas plus tard que la semaine passée, j'ai eu un entretien avec un mari qui, finalement, lui, depuis 25 ans, son épouse lui cache ça parce qu'elle veut le ménager. Et il s'est écroulé pendant l'entretien parce qu'il a réalisé évidemment la difficulté de ce que son épouse vivait depuis 25 ans. Et ça lui a permis... Ce qui est dommage, c'est d'attendre d'aller très très mal pour que le... Pardon, hein, chérie, je t'ai coupé, mais c'est par rapport à Charlotte. Ce qui est dommage parfois, c'est que c'est de devoir attendre de redégringoler au stade 1 pour que la personne qui est avec nous, le proche aidant, réalise qu'en fait, ce qu'on a, c'est potentiellement grave, en fait. C'est ça, ça demandera moins d'énergie dans le programme de nous rejoindre en stade 3 qu'en stade 1. Mais voilà, mais c'est souvent ce qu'on constate, c'est que les gens attendent d'être vraiment au pied du mur pour nous rejoindre. Oui. Mais là, ce qui me rassure, c'est que je me dis, en fait, si c'est pas lui, ça peut être quelqu'un d'autre. Parce que moi, j'avais vraiment entendu qu'il fallait que ce soit le conjoint. Mais après, il me soutient quand même dans énormément de choses. Hein. C'est ça on n'a pas la même sensibilité en fait. Bon. Alors l'histoire de l'engagement, pourquoi le conjoint? Parce qu'après tu vas faire un choix. C'est un engagement personnel, c'est un engagement d'énergie, c'est un engagement financier, tout. Donc il faut quand même être conscient qu'à partir du moment où dans ton quotidien tu as un plan de ça, si à des moments tu te sens plus frêle, c'est pour t'entendre dire ah mais tu vois je t'avais bien dit parce que quand même, enfin tu vois je veux dire, c'est bien sûr, mais tu peux avoir quelqu'un de l'extérieur qui le fait. Mais je veux dire, la personne qui nous accompagne dans notre quotidien, pour nous, en tout cas, c'est très important que cette personne soit là. D'accord. Oui. Parce que d'ailleurs, ils ont une question. C'est Idriss ou Cécile qui a posé. Oui, j'ai vu. Je voulais juste terminer. Ok, d'accord. Oui, c'était voilà. Donc, je pense que c'est important quand même, voilà, qu'il soit là pour qu'il entende aussi, et puis aussi pour tout simplement qu'il puisse renifler à qui tu vas t'adresser, tout simplement, parce que lui, je connais pas son travail, je sais pas qui il est, mais souvent les proches aidants peuvent aussi se dire, tiens, la personne que j'ai en face, est-ce qu'il est cohérent, est-ce que ce qu'il dit c'est lunaire, est-ce que ça a du sens, est-ce que ça a du fond, et moi je me suis trouvé dans des situations avec des conjoints qui était à des années-lumière et qui à la fin de l'entretien disait non, il faut que alors que c'était l'inverse, alors que la personne qui était là me disait finalement je suis pas sûr, et finalement c'était le conjoint qui disait mais si, il faut y aller, là je pense qu'on tient un truc, tu vois. Donc voilà, avoir une opinion. Idriss et Cécile. Ouais, bonsoir tout le monde, c'est plutôt moi qui voulais prendre la parole parce que moi dans notre cas, c'est plutôt moi qui insiste beaucoup depuis des mois pour qu'Idriss essaie de vous contacter et trouve une solution. Et il y a une forte résistance, en tout cas plus maintenant, mais il a attendu, comme vous venez de le dire, là, d'être très malade pour accepter de l'aide. Et du coup, ça me fait penser à une question que j'ai envie de vous poser là depuis tout à l'heure.
moi, je valide complètement tout ce que vous racontez là, mais j'aimerais peut-être que vous nous parliez des limites aussi, peut-être que vous avez déjà observé dans votre programme. Est-ce qu'il y a des échecs et pourquoi? Est-ce que vous avez repéré peut-être, je sais pas, un manque de motivation de vos participants? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça? Ah bah bien sûr, on peut t'en parler facilement. Alors déjà, on a 3 cas de figure, souvent des gens qui échouent chez nous. Il y en a peu, mais il y en a. Il y a ceux qui déjà ne font pas ce qu'on leur dit, et il y en a. Il y a ceux qui veulent réinventer. Faire mieux. Faire mieux. Alors, on va pas se mentir, c'est souvent des fois un peu des naturopathes ou des nutritionnistes, parce qu'évidemment, des fois, on leur enseigne des choses qui vont un peu à l'encontre. Oui, il faut désapprendre pas mal de choses, donc il y a des résistances parfois. Le troisième cas, il y a ceux qui ne viennent pas dans mes ateliers, donc ils se découragent au bout d'un moment. Ceux-là, ça c'est important. Et puis, il y a une 4e catégorie, et écoutez bien, parce que celle-là, elle concerne un peu tout le monde. Donc écoutez bien ce que je vais vous dire, et c'est un spécialiste de la question qui vous le dit. Nous tous, ici, on est tous convaincus qu'on est un peu spécial. D'accord ? C'est-à-dire qu'on pense tous, finalement, qu'on est un peu unique. Et c'est normal, parce que notre ego se nourrit de cette idée qu'on n'est pas comme tout le monde et qu'on a une sensibilité différente et qu'on a un profil qui est différent. À partir du moment où on décide d'adhérer à une méthode, ça veut dire que psychologiquement, il peut y avoir une contradiction entre une croyance profonde et un acte qui part de l'idée qu'on va rejoindre un groupe, donc on va être assimilé à un groupe, et que dans ce groupe, on pourrait perdre notre spécificité, d'accord ? Donc ça veut dire que les grands axes d'une certaine méthode qui pourraient être valables pour tout le monde, l'ego, le mental, lui, pour préserver cette idée qu'il est spécial, pourrait commencer à entraîner, si vous voulez, un sapage du travail, un sapage, vraiment saper le travail pour dire « Ah, tu vois que tu es bien quelqu'un de spécial, donc ça ne marche pas pour toi. C'est normal puisque tu es tellement spécial. » Donc il y a aussi, moi je vous le dis parce que j'ai jamais fait de sport d'équipe, j'ai toujours détesté les sports d'équipe, je suis un individualiste, j'aime pas la proximité, j'aime pas ces choses-là. Et j'ai toujours fait un peu mon travail en solo. Et ça m'a demandé aussi. Et quand nous, on a fait la méthode au départ, Lara, elle travaillait en one-to-one. Et quand nous, on s'est posé la question et qu'on nous a mis sur la piste, parce que c'est aussi des gens qui nous disaient pourquoi vous ne faites pas un travail de groupe, on s'est dit mais en groupe, ça. Et en fait, la force du groupe, elle est indispensable pour plein d'autres raisons qu'on ne va pas forcément développer ici. Ne serait-ce que l'intelligence collective. Déjà ça, tu as parfaitement raison. Mais aussi, elle nécessite de la part de la personne de faire un travail, de se dire mais oui, je peux être comme tout le monde, même si la rectocolite a ses spécificités. Donc là, et là où ça fait partie des limites. Donc il y a la limite de l'individu qui freine. Après, on n'est pas Dieu, donc voilà, il arrive ce qui doit arriver. Les limites, par exemple, nous n'accompagnons pas les adolescents. Les plus petits enfants, oui, les adolescents, non. Parce que c'est très difficile de contrôler ce qu'ils mangent. Et puis parce que Mathieu qui va... Voilà, pour pas que ça génère des troubles du comportement alimentaire. Et puis de toute façon, Mathieu qui va à la soirée... Il y a beaucoup de choses qui sont perturbatrices pour eux. Non, on rentre pas en matière. Ouais. Maintenant, on a eu Rémi qui est quand même connu. Hein. C'est une figure, hein, Rémi, dans la méthode Tilara. Rémi, la rémission de Rémi. Rémi, il est arrivé, il avait tout juste 20 ans. Donc ça, c'est OK. Mais avant 19 ans, 18 ans, compliqué. Donc voilà où sont un peu les limites. Et puis, les limites, il y a les limites de ce qu'on ne connaît pas encore. Et ça, on n'a peut-être pas encore fait tout à fait le tour de la question. Quand bien Après, même... les personnes qui restent isolées, Christophe, les personnes qui restent un peu isolées dans leur coin, qui n'ont pas de co-petit-larron, qui vont pas ça, vers c'est vrai. les autres. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. Tu vois, qui regardent que les replays, mais qui ne sont pas en interaction directe. En interaction avec les gens, ont tendance un peu à moins bénéficier de l'intelligence collective et à moins être ressourcés en fait pour trouver leur équation et à plus facilement se décourager. Il y a un facteur, Lara a parfaitement raison de souligner ce point, je l'avais oublié. Il y a aussi quelque chose qui est important. Je veux dire, la matérialité, la matière, c'est la cristallisation de la pensée, toujours. Cécile, tu as des lunettes, quelqu'un a pensé à tes lunettes, quelqu'un a pensé à la couleur, la forme. Donc, tout ce qu'on voit dans la matière, c'est toujours la cristallisation de la pensée. Quand quelqu'un a un complexe, je crois que je l'ai dit lundi, moi j'ai accompagné une chanteuse pendant des années qui avait un complexe avec son nez. Elle s'est fait opérer. Quand elle est sortie de l'opération, elle m'a dit « Ah, ça va mieux ». Et je vais être tout à fait honnête avec vous, je l'ai fréquenté pendant 10 ans, je n'ai jamais vu la différence.
Je ne vous parle pas de quelqu'un qui avait une énorme bosse. Je parle juste que je n'ai jamais eu la différence. Mais son cerveau faisait tellement une fixette sur ce problème-là que tout était là-dessus. Elle ne voyait que ça. Le problème de la rectocolite, c'est que si vous la laissez dégénérer, au bout d'un moment, on ne vit qu'à travers ça. Et nous, on voit des gens qui s'isolent, qui n'ont pas de vie sociale, qui ne travaillent plus parce qu'ils sont plus en état. Et puis finalement, c'est toujours rectocolite. Ça se met en boucle. Et en fait, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que la rectocolite prend tellement d'importance qu'elle s'alimente d'elle-même parce qu'ils n'observent que ce qui va mal. Oui. Et même, on en a. Et c'est là où le travail de l'art est très puissant parce qu'elle fait remplir des tableaux alimentaires où les gens doivent dire ce qu'ils mangent le matin, midi, 4 heures le soir et noter leur sel. Et vous avez des gens qui des fois écrivent à Lara en disant mais c'est terrible, ça va pas mieux, mes symptômes sont terribles. Et Lara va voir le tableau, elle dit mais attends, je te rappelle qu'il y a 2 mois, tu étais à 8 fois par jour, tu avais du sang. Aujourd'hui, tu es à 3 fois, il y a tel symptôme qui va mieux, peut-être là, il y en a... C'est la mise en perspective. Ils ne se voient pas aller mieux. Il y en a qui ne se voient pas aller mieux. C'est dingue. Et là où il y a des limites, c'est, si tu veux, c'est quand les gens s'isolent et on fait tout pour les rattraper et qu'on va les chercher, mais que eux, ils sont convaincus qu'ils sont spéciaux. Alors ça fait un peu partie des limites. Est-ce que ça répond un peu à ta question, Cécile? Ouais, bien sûr. Oui, je pense qu'il y a, d'après ce que je comprends de votre méthode, il y a vraiment besoin d'avoir un engagement personnel, intime, émotionnel, psychologique. Oui, après, c'est pas obligé d'être présent à tous les ateliers. Enfin, chacun son rythme, chacun fait ce qu'il peut avec son tenue et son niveau d'énergie. Mais au moins qu'il soit en relation, en tout cas, avec les petits larrons. Et bon, de toute façon, les nouveaux sont pris par la main. Je veux dire, je les accompagne le premier mois, les 5 premières semaines, il y a du personnalisé. Mais il y a une question de Ivan. Accompagnez-vous quand même des personnes n'ayant pas de projet d'en bas? Quand même, évidemment. Oui, on n'est pas obligé de marier. Hein. Comment? On n'est pas obligé d'être marié pour faire la formation. Ni d'avoir un amoureux ou une amoureuse. Oui, non, mais bien sûr. Bien sûr. Oui, bien évidemment. Après, c'est l'entretien. Nous demandons pendant l'entretien. Mais oui, au moins pendant l'entretien, si quelqu'un de ta famille proche peut être avec toi, des fois, on a eu des gens, ils prenaient leur sœur, en fait. Hein? Et puis, il y a quelque chose qu'il faut comprendre aussi, qui est déterminant, c'est que nous, il y a une communauté qui est très forte parce qu'il y a un forum dans notre formation. Il y a un forum dans lequel les gens peuvent vraiment échanger 24 heures sur 24. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui s'installe. Et ça vous extrait aussi de cette solitude. Ça vous extrait de cette chose. Il y a une interaction. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous, on est là, on répond. C'est à votre disposition, quoi. Donc, ce que je vous disais aussi avant, c'est qu'on n'apprend pas à voler avec des poules. Donc, vous êtes avec des gens qui sont... Je veux dire, il n'y a que des Idriss, des Christophe, des Charlotte, des Yilmaz, des Lucie, voilà, les autres. Vous avez vu leur tête au début de la vidéo, de ce webinaire, en fait. Donc, d'ailleurs, il y en a certaines qui vont me manquer parce que parmi ceux qui ont témoigné, il y en a qui ont terminé les 1 an. Bien sûr. Donc, bref, si jamais vous êtes décidé à prendre rendez-vous, rien que pour savoir un petit peu de quoi il en retourne et prendre un entretien avec Christophe, si jamais, Christophe, tu as mis le lien là. J'ai mis dans le chat, je pense que tout le monde le voit dans le chat. Mais je ne sais pas justement, est-ce que techniquement les gens le voient ou pas? Oui, dans le chat. Si vous allez dans le chat, vous avez un lien. Voilà, et vu que c'est une vidéo qui sera sur YouTube, du coup, je mettrai le lien dans la description de la vidéo aussi. Mais voilà, l'idée aujourd'hui, on a fait ces 3 webinaires, lundi, mardi, mercredi. On n'avait pas trop anticipé. On a décidé un peu à la dernière minute de faire ça. L'idée, c'était aussi d'avoir des échanges un peu plus ouverts avec des gens qui sont là, qui pouvaient poser des questions. Je peux comprendre. Lucie, est-ce que le chat est désactivé? Je ne crois pas. Parce que je vois pas Lucie, en fait. Elle a posé une question, mais j'arrive pas à voir son existence. Lucie, alors j'ai mis Lucie, normalement j'ai mis une réponse. Je vois pas, il y a Karine qui voit pas le chat, par exemple, tu vois. Mais normalement, vous voyez pas le chat? Le voir. Si vous marquez chat, vous devriez tous le voir, normalement. Donc Lucie, il faut aller jeter un œil. Non, c'est Karine qui ne voit pas le chat. Et moi, je ne vois pas Lucie, personnellement. Je ne savais même pas je ne vois pas Claise non plus, c'est spécial.
Il faut qu'on s'améliore, là, niveau technique. Oui, bien sûr, on peut retenter sa chance. C'est pas retenter sa chance, c'est pas... Je vois quelqu'un a écrit, j'aime bien cette question, je vais la lire parce qu'elle est pertinente. Quelqu'un a écrit, moi, vous m'avez refusé. A-t-on le droit de retenter sa chance ? Bien sûr, c'est pas quand on prend pas quelqu'un dans l'accompagnement, c'est pas une sélection de qualité individuelle et personnelle. On ne remet pas en question la qualité de tout le monde. Il faut le voir plutôt comme une honnêteté intellectuelle, une honnêteté professionnelle. C'est que si on sent qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément le profil qui correspond, eh bien, on préfère leur dire, écoute, non, pas maintenant, parce que c'est peut-être pas le bon moment, parce que nous, parce qu'on sent que ça va pas forcément marcher pour vous à ce moment-là, en fait. Voilà. Nous, le but, c'est d'amener de la valeur, c'est d'amener. Et on veut pas que vous perdiez votre temps et votre argent, et nous, on veut pas perdre du temps sur un profil dont on sait que ça va pas fonctionner à cet instant T. Donc, je ne sais pas pour quel motif vous avez été refusé, mais on le dit à l'avance qu'on ne travaille pas forcément avec tout le monde et c'est pas parce que vous êtes prêt à payer qu'on va vous prendre. Et ça, c'est une honnêteté intellectuelle de notre part. Mais tout change. Donc, on a dû se dire que vous n'étiez pas mûr à ce moment-là. Voilà ce qu'on a dû se dire. Parce que nous-mêmes, ce que l'on proposait n'était pas adapté à vos besoins. Oui. Parce que n'oubliez pas que moi, l'entretien que j'ai avec tout le monde, il dure 1 heure. Mais moi, des entretiens, j'en ai eu des centaines et des centaines. Je pense même que j'ai peut-être dû dépasser le millier maintenant. Donc, je veux dire, aujourd'hui, j'ai quand même un petit flair quand même. Et notre expérience nous a appris que le peu de fois où je n'ai peut-être pas voulu écouter mon flair, souvent, ça ne s'est pas bien passé, soit pour nous, soit pour les personnes qu'on accompagne. Donc, l'objectif, il est vraiment on va travailler main dans la main avec vous pendant 1 an, 3 ans. Mais on redonne toujours la chance aux gens. Et d'ailleurs, on va raconter l'histoire je vais changer son prénom, on va l'appeler Léane. Oui. On raconte l'histoire de Léane. Christophe, c'est une personne qui était très indécise en fait pour rentrer dans ce programme. Et moi déjà, le fait qu'elle soit indécise, je n'appréciais pas parce qu'on n'est pas là pour vous convaincre. Quand vous rentrez, vous devez déjà être convaincu en fait. Quand vous rentrez, on passe à l'action. C'est pas qu'on va vous convaincre dedans. Et déjà, je la sentais très dubitative, peut-être même un tout petit peu suspicieuse. Et elle a le droit, c'est ok, c'est normal. Vous nous connaissez pas en physique, vous nous avez trouvé sur YouTube. On peut comprendre avec Christophe, c'est ok. Mais voilà, pour cette raison, j'avais dit Christophe, écoute, je la sens pas mûre. J'ai l'impression qu'elle doute beaucoup de nous, donc ça va être un frein à sa rémission. Et finalement, les choses ont fait qu'elle est quand même entrée, d'accord, un petit peu contre mon gré, mais bon, finalement, je me suis dit il faut peut-être que je fasse un travail sur moi. Peut-être que je suis trop rigide, donc je suis toujours prête à me remettre en question. Et au final, après 1 mois, en fait, elle a voulu sortir en disant que ça ne répondait pas à ses attentes, qu'elle avait peur que ça développe des troubles du comportement alimentaire pour son cas. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Combien de temps il s'est passé entre-temps ? 3 semaines se sont passées et elle est revenue vers nous en pleurant, en disant « mais je crois que j'ai fait une connerie. En fait, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai paniqué. Mais en fait, je regrette. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner une 2e chance ?» Et en fait, on a été touchés avec Christophe parce qu'on a trouvé qu'elle était classe, en fait, de revenir sur sa position, d'avouer qu'elle avait menti par rapport aux troubles du comportement alimentaire et d'avouer qu'elle avait paniqué et qu'elle avait dit n'importe quoi et on a trouvé que c'était assez classe finalement. Donc, elle est revenue. Donc oui, spectateur anonyme qui a écrit à 20h19, bien sûr qu'on redonne la chance aux gens, on n'est pas là pour vous juger à vie, d'accord ? Mais je pense qu'on a dû penser qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas mûr, c'est tout. C'est pas un rejet. Ou que nous n'étions pas à la hauteur de ce qu'il fallait vous apporter. Ou que nous n'étions peut-être pas à la hauteur de ce que vous attendiez. Voilà. Dans tous les cas, il est l'heure pour nous de nous retirer maintenant. On espère simplement qu'en tout cas, à travers ces échanges, vous avez pu vous faire un peu une idée, que vous avez pu avoir un éclairage un petit peu différent aussi sur votre situation. Le but, c'était aussi de vous dire que où que vous soyez, ou dans votre rectocolite, sachez que il y a toujours un moyen de s'en sortir. Nous, pas nous, c'est pas le débat. Il y a une possibilité de s'en sortir. Il faut pas lâcher l'affaire, surtout ne lâchez pas l'affaire.
je suis le mieux placé de vous tous pour vous dire que quand on est au plus fond, au fond du fond, moi j'ai touché du doigt des fois le désespoir, donc j'en connais le goût, j'en connais les arômes, j'en connais le parfum. Et néanmoins, ne désespérez pas parce que un jour ou l'autre, vous allez vraiment trouver la rémission que vous méritez. Parce que vous tous ici, tout le monde mérite de retrouver la santé. Bien sûr. La santé, c'est un dû, c'est rien d'autre. Il faut la retrouver. Avant que Yilmaz puisse poser sa dernière question, je voulais juste vous dire que, souvenez-vous que le vendredi, il y a les victoires du vendredi sur Instagram. Laissez-vous inspirer aussi par ces victoires. Vous nous trouverez sous Tilara_nutrition sur Insta. Et Yilmaz, je crois que tu voulais dire quelque chose? Non. Ah, d'accord. Excuse-moi, j'ai cru que tu avais appuyé sur le bouton unmute pour dire quelque chose. Pardon. Donc voilà, on vous embrasse fort. On vous embrasse tous. On vous souhaite vraiment de trouver le chemin. Et merci d'avoir passé ce moment avec nous. On vous embrasse. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ciao. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.